de Bassa Sandra, camarade secrétaire général adjoint, camarade secrétaire général, tu as assisté, je n'ai pas vu. Camarade secrétaire général, camarade secrétaire général adjoint, camarade président de la Ligue des Dames, PPACI, chers SNT, chers amis de la presse, merci d'être présents à notre invitation, pour répondre à notre invitation, pour débattre d'un sujet extrêmement important et qui porte sur la vie quotidienne des Ivoiriens. Je voudrais, au nom du président Laurent Gbagbo, le président du PPACI, vous dire bonne arrivée, merci pour votre présence et merci pour ce que vous ferez pour élargir l'écho de la présente tribune. C'est le 22e numéro. C'est le 22e. Ah, il y avait un. Bon, le 23e numéro, moi je pensais que c'était 22. Le 23e numéro. Et avant d'aborder donc le sujet, je voudrais, au nom du président son excellence président Laurent Gbagbo, président du PPACI, et l'ensemble de la haute direction du parti, saluer et féliciter l'équipe nationale de football, les éléphants, après leur brillante victoire à la CAN. Nous les félicitons parce qu'ils ont montré des qualités que nous croyons disparaître à jamais dans notre pays, le patriotisme, la détermination et surtout un mental de gagnant. On était très peu, et à juste titre, quand on a pris une déculottée de 4-0 devant une équipe qu'on considérait comme de moins d'importance, il faut avoir un courage fort pour pouvoir donc remonter la pente, là où est arrivé, atteindre le sommet, là où personne ne vous y attendait. Avec le président du PPACI et la haute direction, l'ensemble des militants saluent également la population ivoirienne, qui s'est mobilisée avec une grande force, avec un amour parfait, avec une communion parfaite autour de notre équipe pour la pousser jusqu'à l'extrême. Et grâce à cette mobilisation, sans distinction de considération politique, religieuse, nous sommes arrivés à donner à la Côte d'Ivoire un peu de joie dans cette grisaille que nous impose la gouvernance du RHDP. Et il appartient au gouvernement. Nous l'avons dit avant la CAN que le gouvernement a le devoir de créer les conditions d'une vraie cohésion sociale, d'une vraie réconciliation, en faisant en sorte que les soupirs des Ivoiriens s'arrêtent, parce qu'il n'est pas juste qu'au moment où des gens rient, festivent et festoient, qu'il y a d'autres parties, catégories de nos compatriotes qui vivent de soupirs, qui, parce qu'ils ont perdu leur emploi à cause de leurs opinions politiques, parce qu'ils ont leurs parents en prison à cause de leurs opinions politiques, ou en exil à cause de leurs opinions politiques. Et 11 ans après, nous pensons qu'il était bon et juste que la CAN puisse être la parenthèse qui ferme, ou du moins l'autre partie de la parenthèse qui ferme de façon définitive la grosse parenthèse des crises que nous avons connues. On n'a pas été entendu, mais nous continuons de croire que, après cette victoire, que le gouvernement va continuer de bonifier les effets de cette victoire en prolongeant donc cette joie des Ivoiriens, en procédant à éliminer tout ce qui constitue comme obstacle, tout ce qui nous artifice depuis 2011, afin de continuer des Ivoiriens éternellement heureux et des Ivoiriens éternellement malheureux, parce que le gouvernement était incapable de faire cette jonction-là entre ces deux personnes. Nous continuons de croire que le gouvernement, il y a des pas décisifs qui doivent être pris, notamment la libération des prisonniers politiques, et surtout, et qui est comme une bonne partie de l'opinion ivoirienne, faire droit à l'injonction de la Cour africaine des droits de l'homme relative à l'instruction du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale.
Pour nous, ce sont des pas que le gouvernement n'a plus besoin d'hésiter à poser, puisque nous voulons qu'il veut prolonger l'effet, bonifier l'effet de la victoire de cette année. En tout cas, merci à nos éléphants et nous souhaitons que la bonne fortune qu'ils ont rencontrée ici puisse les poursuivre dans leur club respectif. Et je crois que ça continue puisque nous avons regardé les derniers championnats et nous les suivons. Et j'aime bien le garçon de Ngoukou là, Adengra qui a marqué. Et non, Ourourou a marqué. Il a marqué, on l'appelle Ourourou, mais enfin, il a marqué. Nos joueurs ont retrouvé le talent. Il faut dire que nous les suivons. Nous les suivons. Les hommes politiques les suivent. Et c'est pourquoi nous savons ce qu'ils font et nous les encourageons. Ils sont notre fierté. Ceci dit, les nuages de la victoire, de la joie sont en train de disparaître. Et la réalité s'impose. Cette réalité qui émerge dans toutes ses formes, dans le quotidien des Ivoiriens, après le cumul de la victoire et des fêtes, il faut que nous trouvions la réalité. Et c'est le rôle du PPAC de ramener le gouvernement sur la réalité des Ivoiriens. Nous aurions pu faire ce communiqué, ce numéro de tribune en janvier, mais nous l'avons reporté parce que nous voulions participer à notre façon à la victoire des éléphants, à la joie des Ivoiriens. Mais notre responsabilité nous demande de revenir sur terre et de regarder les réalités en face. Malheureusement, ces réalités sont hideuses, elles sont difficiles pour les Ivoiriens, et ce n'est pas la loi de finances qui a été votée avec qui contient des termes fortement, je dirais, conflictuels en termes de rapports sociaux, de cohésion sociale, qui nous dira le contraire. Et donc, ce sera le sujet principal de notre intervention. L'unique sujet d'ailleurs, il n'y en a pas deux, l'unique sujet qui concerne l'analyse de l'annexe fiscale, la loi des finances et l'annexe fiscale qui contient. Et nous allons analyser pour voir l'impact à la phase sociale et je dirais même économique sur nos populations et la marque de l'État. Alors, avant tout propos, il faudrait qu'on comprenne, il faut qu'on dise et qu'on félicite les députés PPAC. Ils vont voter contre la loi de finances. On n'en parle pas souvent. Nos 18 députés noyés dans cet état pas très clair ont pris la décision et ont voté contre cette loi de finances. Ils ont voté contre le budget. Et ils ont eu raison de le faire. Et ce sont ces raisons que nous allons vous décliner tout à l'heure. Ils ont raison de le faire. Et je pense que nos députés méritent qu'on les acclame. Merci beaucoup. Merci de dire LG. Merci de mettre à nos camarades, au président du groupe parlementaire pour cette détermination. C'est quoi une loi de finances? C'est quoi une annexe fiscale? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Il faut qu'on explique c'est quoi une annexe fiscale. L'annexe fiscale, c'est rien d'autre. Ce sont des mesures fiscales, donc fiscales, que l'État prend en fait, on dit l'Assemblée vote pour accompagner la loi des finances. Et ce sont des mesures que l'État prend pour corriger les faiblesses des dispositifs fiscaux antérieurs, soit en augmentant l'assiette de l'impôt, soit en diminuant, soit en essayant d'élargir, comme je l'ai dit, l'assiette et d'adapter les dispositifs parfois aux conditions, aux nouvelles conditions, ou du moins au nouveau contexte économique et social. Voilà ce qu'on appelle une annexe fiscale. Ce sont des mesures d'ordre fiscal qui accompagnent la loi de finances. Retenons que, conformément à la Constitution qui elle-même s'inspire de la déclaration française de 1789, il appartient aux députés de voter de l'impôt. Les députés qui ont le pouvoir de donner de l'impôt, de lever, de donner le taux
non seulement de fixer la base, mais de donner le taux de l'impôt. Et c'est l'administration de l'exécutif ne fait que exécuter. Donc c'est par rapport à ce pouvoir-là qu'ils votent la loi de finances. Mais quand vous votez la loi de finances, c'est donc le budget. Vous votez la loi de finances, il faut que vous prévoyez quels sont les éléments qui accompagnent les recettes. Vous allez tirer les recettes pour pouvoir faire face aux dépenses que vous engagez. Et c'est en cela donc que la taxe, les impôts et les taxes aux taxes sont votés au même moment par l'Assemblée nationale. On appelle annexe parce que c'est annexé à la loi des finances et ça a la même portée juridique que la loi de finances. Voilà pourquoi on appelle annexe. Voilà. Alors, l'annexe fiscale, il porte la loi Alors, l'annexe fiscale cette année, elle a été votée par la loi 2023-1000 du 18 décembre 2023, qui porte donc le budget de l'État pour l'année 2024. Mais pour comprendre les mesures que le gouvernement a prises dans cette année, il faut se rappeler le contexte économique dans lequel nous évoluons. Parce que c'est ça qui détermine les engagements fiscaux que nous prenons. Premièrement, il y a d'abord ce qu'on appelle le document d'orientation budgétaire. C'est lui qui décline pour les 3 prochaines années le cadrage budgétaire pour les 3 prochaines années. Et ce document, la Côte d'Ivoire a dû l'élaborer. Je ne peux pas cacher les noms, c'est un autre plan d'ajustement structurel. Pour qu'on puisse leur prêter 3 milliards de dollars. On vous l'avait déjà expliqué, le FMI, là, c'est les banquiers. Ils sont chez eux là-bas, ils ne viennent pas vous voir. Donc, vous avez les plans, vous venez les voir. Donc, il vous dit, je vous donne, mais je regarde la situation de votre économie, Si je dois donner cet argent, il faut que vous preniez ce genre de mesures. Donc, ce sont une sorte de prescription médicale qu'on donne, et très souvent, ce n'est pas des enfants de cœur. Le professeur est là, il y a des médicaments qu'on prend pour guérir, mais apparemment, ils sont parfois plus toxiques que la maladie qu'ils sont censés guérir. Et c'est comme ça, le FMI. Je vous donne un certain nombre de directives, vous devez rentrer dedans, pour que vous puissiez, je vous donne ce que vous m'avez demandé. Le FMI leur a demandé de résorber le déficit budgétaire. Nous sommes en déficit budgétaire depuis pratiquement bientôt 6 ans, chronique. Alors que le seuil toléré au niveau de l'UEMOA est de moins 3%, c'est-à-dire qu'on estime que vous devez créer un déficit de 3%, c'est-à-dire le déficit, c'est la différence entre vos engagements et ce que vous avez pu prendre pour faire, comment on appelle, les charges et les recettes. Et quand ça ne compte pas la différence, soit tu as un excédent budgétaire, mais soit ça date de l'année naturelle ici, ou alors on est en déficit budgétaire, et ça c'est la norme sous la gouvernance de l'Ouattara. Donc il fallait résorber ce déficit budgétaire. En plus, pour faire ça, il faut que vous augmentez la pression fiscale. Votre taux de pression fiscale est trop faible. Il est de 12,8%, il oscille entre 12,8 et 13,1%. Alors que la norme demandée, admise, est de 20%. C'est-à-dire qu'on estime qu'une économie, dans l'espace UEMOA, dans ce qu'on appelle les critères de convergence, il faut que votre pression fiscale atteigne 20%. La pression fiscale, c'est le raccord entre les recettes qui sont obtenues sur le PIB. Donc, si vous dites que votre PIB augmente, vos recettes devraient pouvoir augmenter. Donc, au lieu de rester dans la norme de 12%, allez-y jusqu'à 20%. C'est le critère de convergence dans l'espace UEMOA et même de la CEDEAO. On rappelle que la pression fiscale dans certains pays comme la France se situe autour de 35%, on appelle les pleins impôts, ils sont autour de 35 à 36%.
dans les pays de la Scandinavie sont sous les 40%. C'est-à-dire, ils prennent le maximum, ils arrivent à tirer le maximum d'impôts de leur PIB. Donc, il faut contrôler la pression fiscale, il faut maîtriser certaines dépenses sociales. C'est pourquoi vous allez voir que très bientôt, les subventions qui étaient accordées à certains produits de première nécessité vont être enlevées. Et on l'a déjà senti tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Malheureusement, les premiers perdants, ce sont mes parents du Nord. Hier, vous avez entendu le prix du kilogramme de l'anacarde, qui est passé l'année passée de 315 francs CFA théoriquement. Et aujourd'hui, publiquement, le gouvernement a annoncé 275 francs CFA. C'est-à-dire, vous enlevez 40 francs de kilogramme. Nous sommes en Côte d'Ivoire, dans le pays qui dit qu'il est émergent, dirigé par l'un des spécialistes, jamais le monde n'a connu, de l'économie que le monde n'a jamais engendré. Et c'est lui qui, après avoir demandé à ses parents de le porter au pouvoir, et en utilisant d'ailleurs l'arme de l'anacarde comme instrument de propagande politique, aujourd'hui c'est lui qui paupérise totalement nos populations. Et c'est l'une des rares fois que nous avons vu en Côte d'Ivoire une diminution de revenus d'un produit important. Nous sommes passés donc de 315 francs de kilogramme à 275 francs. Donc 40 francs de kilogramme enlevés ont été réduits les revenus des populations. Notez bien. Donc, voici les critères qu'on leur a demandés. Or, en 2007, en ce qui concerne par exemple 2023, nous sommes déjà, l'exercice passé, on est à plus de moins 6%, on est autour de 6% de déficit budgétaire. Donc, et le gouvernement s'est engagé à arriver aux 3% jusqu'en 2026. Donc, vous allez comprendre pourquoi toutes ces mesures ont été prises. L'annexe fiscale contient 31 mesures, mais nous allons retenir 6 les plus importantes qui ont un impact direct sur les populations. Après, bon, il y a des petits détails qui sont vraiment des éléments qui sont importants, mais les 6 mesures les plus importantes et qui vont faire souffrir pour les prochaines années la population, ce sont ces 6 mesures-là que nous allons relever. La première mesure concerne, c'est l'article 1er de l'annexe fiscale, concerne l'extension de la TVA à certains produits naturels antérieurement exonérés. Le deuxième, c'est l'augmentation vertigineuse des droits de timbre et le minimum de droits fixes en ce qui concerne les droits d'enregistrement. La troisième mesure, c'est l'assouplissement du plein droit de certaines entreprises de transport public. Le transport public, on va développer tout à l'heure. L'article 7 parle de l'aménagement des dispositifs du Code général des impôts qui se rapportent à la fiscalité immobilière. Ça, on va souffrir ici. C'est ça, désormais. Article 20, la suppression de l'exemption sur les terrains nus nouvellement acquis. Et puis, article 28, la subordination de certaines procédures administratives à la production d'une attestation de régularité fiscale. On va les prendre point par point. Nous prenons, c'est didactique, parce que nous ne sommes pas, beaucoup de personnes nous écoutent, il faut qu'elles comprennent de quoi il s'agit. Donc c'est didactique, on prend le temps d'expliquer. Le premier article, il concerne l'extension de la TVA à certains produits naturels qui jusque-là étaient exonérés. Alors, je ne vais pas citer les articles. Certains produits jusque-là, en tout cas quand la Côte d'Ivoire était dirigée par des gens qui avaient du minimum d'humanisme, étaient exonérés de TVA parce qu'on estimait que c'était des produits de grande consommation. Et comme vous connaissez la TVA, on dit que la taxe sur la valeur ajoutée, ça c'est le nom scientifique. Mais le nom sociologique, ça veut dire que tout va augmenter. Tout va augmenter. Puis c'est une taxe qui vient aggraver le prix des marchés. Donc tout augmente. Ça c'est le nom sociologique, la TVA. Et donc, pour tenir compte de son mécanisme, puisqu'il a tendance à augmenter les prix, les gens, les humains
ceux qui ont l'humanisme, essaient de gérer cet acte de sorte à ne pas toucher les produits qui contiennent les produits de grande consommation. Jusque-là, c'est ce qui se fait. Désormais, il y a une série de listes qui sont déterminées, qui sont des produits, on va en donner quelques exemples, qui sont maintenant et qui vont être taxés. Alors, il s'agit du riz, mais ils prennent soin de dire du riz de luxe, sans nous expliquer ce que c'est qu'un riz de luxe. Et ils disent c'est le riz de luxe, poisson de luxe, viande de luxe, bon, en fait, tout est de luxe. C'est que nous mangeons de luxe. Mais ils ne laissent pas le soin aux députés de déterminer ce que les représentants du peuple pourraient considérer comme étant de luxe. Ils disent non, que cette compétence, ils laissent ça au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé des produits halieutiques et de l'élevage pour déterminer ce qui est de luxe. Mais comme on sait que c'est pour chercher de l'argent, donc, c'est qu'eux, ils peuvent considérer du luxe, c'est par rapport à leur poche. Bon, on n'a pas la même poche. On n'a pas la même poche. Donc, ne soyez pas surpris que le riz qu'on appelle rizière, qui est consommé par la classe moyenne, puisse être déclaré riz de luxe. Puisqu'ils n'ont pas donné la liste. C'est eux qui s'asserront, en conséquence, tenant compte de leurs obligations, de leurs besoins financiers, pour déterminer qu'est-ce qu'ils appellent le riz de luxe. Qu'est-ce qu'ils appellent viande de luxe. Qu'est-ce qu'ils appellent poisson de luxe. Parce que ce sont là, ils peuvent appeler ça poisson de luxe. Les carpes qu'on mange, le thon là, ils peuvent dire c'est poisson de luxe. Donc, ça là, ça nous pose un problème. On estime que ce n'est pas le moment de toucher au portefeuille de la classe moyenne, qui supporte déjà énormément de pression sociale. Or, c'est elle qui est visée par cet article. C'est elle qui est visée par cet article. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de luxe. On ne sait pas. Donc, le PPACI demande aux populations ivoiriennes d'être vigilantes, d'observer ce qu'ils vont appeler du luxe. Si ce n'est pas de luxe, il faut qu'on leur dise que ce qu'ils considèrent comme le luxe là. Ça là, pour nous, ce n'est pas de luxe. Ce n'est pas de luxe pour nous. Ça, c'est la première chose. La première mesure. L'article 2. Lui, il a augmenté de façon vertigineuse les droits de terme. Et les droits, c'est qu'on appelle chez nous, enfin, dans notre maison d'impôt, les droits fixes sur un certain nombre d'opérations. Les droits d'enregistrement, c'est-à-dire, vous faites une opération, les impôts estiment que c'est une opération juridique, il faut payer l'impôt là-dessus. Et quand c'est une opération qui porte à certaines. Quand ça porte, par exemple, vous vendez votre maison, il y a un droit, on appelle le droit, vous savez, hein, le notaire vous prélève le droit des droits au titre d'enregistrement. Quand il s'agit des biens meubles, c'est-à-dire une voiture et autres, vous prenez un droit fixe de 18 000, 18 000. C'est ce droit fixe-là qui est passé maintenant de 18 000 à 25 000. D'ailleurs, ils n'ont même pas pitié pour dire on va faire 10%, on va faire 20%. Ils ont fait 50, 39%, une augmentation de l'ordre de 39%. Vous voyez, vous pensez que c'est rien, mais ça pèse lourd. Parce que ce sont des actes courants de la vie. Les droits de timbre passent de 2 000 à 10 000, le minimum. Une augmentation de 400%. Le droit de timbre. On espère seulement
qui ne vont pas toucher aux droits des timbres sur les cartes d'identité et autres. On espère qu'ils vont avoir pitié des Ivoiriens pour faire quand même une exemption à ce niveau-là. Sinon, tu n'as pas de 2 000 à 10 000. En plus de cela, une autre innovation qui est importante, c'est qu'ils ont décidé que le droit de cession d'enregistrement que nous payons lorsque on fait une opération de vente de terrain ou d'achat de terrain, que ce droit-là, on le paye non plus à la fin de l'ACD, la procédure de l'ACD, mais on le paye dès qu'on t'a remis une attestation villageoise. Parce que voici ce que le texte dit. Il est perçu tous les 4% sur la vente d'immeubles par acte sous seing privé. C'est-à-dire que acte sous seing privé, c'est-à-dire acte qui n'est pas passé devant le notaire. Or, depuis 1964, on sait que les cessions d'actes sous seing privé sont interdites en matière immobilière. C'est interdit. D'abord en 64, la loi 64-164 du 4 avril 1964, et même en 71, ces opérations, quand tu fais ça, tu es pénalement poursuivi. Ça, c'est la loi de 71, le décret 71-74 du 16 avril 1971 qui a rendu pénalement redevable celui qui sera coupable de cela. Donc, légalement, c'est interdit. C'est pourquoi vous allez comprendre que ce qu'eux appellent maintenant la cession, ce sont justement les actes, les attestations villageoises. Parce qu'une attestation villageoise, quand on se la donne, elle ne passe pas devant notaire. Donc, le gouvernement estime que dès qu'on te donne l'attestation villageoise, il faut être payé tes droits de cession sur la maison et sur le terrain. Or, nous connaissons tous qu'une attestation villageoise, c'est la source de tous les contentieux. Parce que, et le Conseil d'État l'a déjà dit, 80% des contentieux qui sont portés à sa connaissance portent sur les actes, les attestations villageoises. Dans ces conditions, comment demander à quelqu'un qui est au début d'une procédure, il n'est même pas sûr d'être propriétaire, que dès qu'on te donne là, il faut que tu payes 4% de la valeur du terrain à l'État. Maintenant, si j'arrive que entre-temps, je suis débouté, et qu'il y a d'autres acquéreurs qui j'ai un problème, mais 4% qui me les remboursent. Ça c'est perdu. Je vous rappelle que ces droits ne sont pas, c'est pas la TVA, ça se rembourse pas, c'est payé, c'est acquis à l'État, au trésor. Est-ce que vous imaginez le nombre d'attestations villageoises qui sortent? Et donc, tous ceux qui sont titulaires de ces attestations, ils vont payer immédiatement 4% de la valeur des terrains. Et on va revenir sur la valeur des terrains. Vous allez voir comment la malice est très forte à ce niveau-là. Immédiatement. Pourtant, le gouvernement lui-même, par une ordonnance qu'il a prise en 2013, l'ordonnance 2013-481 du 2 juillet 2013, qui fixe les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, dit ceci, qu'il considère que la cession de ces droits-là, ce n'est pas une cession immobilière, c'est seulement une cession de droits d'usage. Vous ne pouvez pas me demander de payer des droits de cession, c'est que vous-même vous jugez que ce n'est pas une cession immobilière. Article 3, le TVA sur les transports. Ça va être très compliqué. De quoi s'agit-il? Je vous ai expliqué tantôt le mécanisme de la TVA. Il dit ceci. Désormais, toutes les compagnies de transport qui ont un chiffre d'affaires de 200 millions, donc qui relèvent du régime du réel, ce qu'on appelle le régime du réel, doivent être assujettis à la TVA.
Mais la TVA, quand tu es assujetti, ce n'est pas toi qui as la charge. Ton rôle, c'est d'être collecteur d'impôts. Ce n'est pas toi qui as la charge. Ton rôle, c'est le collecteur d'impôts. Donc, ça veut dire quoi? Que lui, on lui dit désormais, et vous prenez une société comme, on ne va pas faire de publicité, nous connaissons les grandes sociétés de transport ici. UTB, vous prenez UTB, sans publicité aucune. Bon, ils sont... Bon, ça veut dire quoi? Que désormais, pour aller à Boaké, si le coût était de 5 000 francs, il faudra, UTB a l'obligation de mettre sur sa facture de reçu 20%. Non, parce que le 20, c'est le taux réel. Ils sont au taux réel. Donc, 20% sur les 5 000 que vous payez. Donc, ça vous amène à 10 000 francs. Oui, ça fait 6 000, quoi. Ça fait 6 000. Le taux réel, c'est 18%, non? Ah, le taux réel, c'est 18%. Ok. Donc, il faut payer 18% sur les 5 000. Donc, ça fait 500 plus 300, ça fait à peu près, bon, mettons 800 francs supplémentaires. Donc, tu vas payer 5 800. Donc, un billet qui coûtait, un ticket qui coûtait 5 000, puisqu'il a l'obligation maintenant de mentionner, il est originaire, le TVA là sur le reçu, pour dire, ton ticket là, moi, je prends 5 000, mais l'État prend 800 francs là-dessus, ça fait 5 800. Donc, on augmente le coût du transport des biens, des personnes et des biens. On va aller pour les biens. Mais ce n'est pas tout. Quand on ajoute ça, plus les péages qu'on est en train de construire à chaque kilomètre, et que vous agrégez tout ça, parce que rassurez-vous, les transporteurs, ils vont répercuter le coût du péage sur les transportés, les passagers. Et donc, cette mesure augmente de 18% le coût du transport en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le transport des personnes. Ça augmente pour autant le transport des biens. Ça veut dire que quoi? Je veux transporter une tonne de ciment ou bien 100 tonnes de ciment pour aller à l'épée. On me facture. Jusque-là, c'était ignoré. On me facture et je vais payer 18% supplémentaire sur le coût. Le coût de transport. Et vous pensez que quand j'arrive à l'épée, si je les vendais, je vends mon ciment sans tenir compte de ça. Quand on y ajoute l'augmentation de l'énergie, l'électricité, vous voyez un peu tout ce que cela concourt à aggraver le coût de la vie. En Côte d'Ivoire. Augmentation de 18% de taux TVA sur les emplois. Pour nous, c'est une mesure antisociale d'un niveau incroyable. En plus, ça pose un problème. Ça va poser un problème de concurrence. Parce que si moi, je n'ai pas envie de payer 5 800, ben, je vais aller chercher celui qui n'est pas d'origine ouvrière pour aller chez lui. Ben, lui n'est pas obligé. Mais comme ils sont dans un syndicat, les transporteurs ne sont pas bêtes, hein, ils sont dans un syndicat. Donc, 5 800, si un fait les 5 800 pour aller à Boaké, et tous vont faire les 5 800 pour aller à Boaké. C'est ça le même truc. Maintenant, on arrive à la situation la plus difficile. L'impôt foncier. Attrapons nos ceintures. Parce que ça, là, c'est une vraie bombe qu'ils ont soulevée. Je crois qu'eux-mêmes s'en sont conscients. Ils sont en train de chercher les antiballes ou bien comment on fait pour amortir cette bombe. Parce que c'est inacceptable et personne n'accepte ça. De quoi s'agit-il? Jusque-là, l'impôt foncier, il faut le comprendre à 3 niveaux. Vous avez une maison,
il y a un revenu là-dessus, vous payez un impôt, 15%, je cumule les deux, 1%, 4%, je cumule les deux, le tout reste le même, hein, c'est pour 15%, je crois. Le tout n'a pas changé. Hein? C'est 12 particuliers, en fait, j'ai voulu harmoniser tout quoi, pour laisser autour de. Bon, prenez les 12%. J'ai voulu harmoniser, mais prenez les 12%. Vous prenez les 12%. Donc, sur ce loyer, parce que les sociétés, bon, parlons de nous. Sur le loyer, vous payez 12% comme taux impôt foncier. Et le loyer était un élément de référence. Parce que, à l'origine, c'était un impôt sur le revenu. C'est après que bon, on a fait des aménagements pour faire le patrimoine et autres, mais à l'origine, c'est un impôt sur le revenu. Donc, j'ai un revenu mensuel de combien, et je mets 12% là-dessus pour dire, je paye les impôts. Ta maison peut ne pas être louée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de revenus. L'administration a mis en place un mécanisme pour quand même déterminer une valeur locative pour toi. On dit, bon, on estime que, voici le mécanisme, on va comparer ton loyer avec le loyer du voisin, et puis on dit, bon, à découp, ton loyer là, on utilise le loyer du voisin pour comparer, pour dire, vous êtes dans le même quartier, donc on pense que c'est le même loyer, et on t'impose autour de 4%. 4% sur, parce que tu habites ta propre maison. Et puis il y a la situation des terrains niches, qui était imposée à 1,5% de leur valeur vénale. C'est la valeur vénale. Qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Ils ne regardent plus le loyer. Ce n'est pas le problème. Ils ont mis en place une commission qu'ils appellent la commission de fixation des valeurs marchandes des biens immobiliers. C'est-à-dire qu'ils ont fait une commission. C'est elle qui va déterminer la valeur, les loyers des maisons. C'est elle qui va déterminer la base sur laquelle les impôts fonciers doivent être prélevés. Ce n'est plus ton loyer. J'explique. Ça veut dire quoi? Mon ami assis derrière moi, il me loue une maison. Et il me dit, la maison c'est 200 000. Par an, ça fait 363 600 000. Oui, 2 millions, c'est ça, non? 2 400 000. Et je mets 12%. Voici ce que l'impôt que je dois payer. Ils vont dire non. Ah si. Ton loyer là, nous on n'est pas d'accord. Nous on estime que ton loyer là, sur lequel tu dois payer les impôts là, c'est pas 200 000, c'est 300 000. Il était d'office de 300 000. Donc, assis, ce que tu as perçu comme loyer, ça c'est ton problème. Mais nous, l'État là, tu vas nous payer ton impôt sur la base d'un loyer de 300 000 francs. Si Assis n'a pas reçu 300 000 francs, pourquoi voulez-vous qu'il paye un impôt sur 300 000? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dit à Assis, ton loyer là, il faut le mettre à 300 000 francs. Tout simple que ça. Puis, qui est fou pour payer un impôt sur un revenu qu'il n'a pas perçu? Et ils disent non, ils font ça parce que l'État a investi dans les infrastructures, donc finalement les maisons, on appelle, prennent de la valeur du fait des investissements qui ont été faits par l'État. Mais ça, c'est un argument spécieux. Ça ne passe pas cet argument. Parce que justement, par rapport aux investissements qui ont été faits, les loyers sont fixés en tenant compte de ça. Je veux dire qu'une 2 pièces ou 2 plateaux n'a pas le même coût qu'une 2 pièces chez mon village. Il n'a pas le même coût qu'une 2 pièces à Bobo. Donc déjà, les loyers sont influencés par l'investissement qui a été réalisé. Donc, vous ne pouvez pas dire que, quand vous réalisez cet investissement, donc il faut que vous allez prendre des impôts sur des loyers fictifs, sur des revenus fictifs que les personnes n'ont pas perçus. Ça, c'est inacceptable. C'est de l'acquisition fiscale. C'est du braquage.
C'est du Graca, il n'y a pas d'autre nom. Et ça, je ne sais pas quelles sont les valeurs sont prêts à accepter ça. Parce que si moi je n'ai pas les moyens peut-être de réagir, mais je vais augmenter mon loyer. Donc, le gouvernement incapable de faire un projet de logements sociaux, il est devenu maintenant un agent spéculatif sur le loyer. Sur les terrains nus, ils disent que les terrains là, ce n'est plus juste la valeur vénale qui était fixée par les commissions communales, parce que quand dans chaque commune, il y avait une commission communale qui était fixée pour dire bon, on estime que nos terrains dans cette chose, la valeur vénale sur laquelle on peut, les 1,5% étaient fixés par la commission communale. Ils disent non. Et généralement, et à raison, je vais vous expliquer, à raison, ces valeurs vénales étaient toujours largement en dessous des valeurs marchandes. Il y a une explication à la fois juridique et économique qui justifie que cette position sage que nous avons jusque-là observée, mais qui est remise en cause. Ils disent non, maintenant là, ce n'est plus la valeur vénale, c'est la valeur marchande. J'explique. Quelqu'un, où il y a des quartiers qu'on appelle Beverly Hills. Bon, le nom c'est, il y a 4 golfs complémentaires. C'est le nom du quartier, mais on appelle ça Beverly Hills, derrière, on appelle Carrefour Mel, derrière là-bas, où là, les grands types habitent là. Et là-bas, aujourd'hui, le mètre carré se négocie entre 600 000 et 1 million de mètres carrés. Bon. 1 million de mètres carrés. Et il n'y a pas un espace là-bas de moins de 1000 mètres, c'est interdit. Le minimum de 1500 mètres. La commission communale, jusque-là, qui est posée par les deux, la commune, la DGI, l'État et la commune, avait fixé là-bas le taux du terrain, la valeur, et là sur laquelle on devait asseoir les bouts à 40 000 francs du mètre carré. Désormais, donc vous prenez 1000 mètres carrés, 40 000 francs multiplié par 1,5, ça vous fait à peu près 600 000 francs d'impôts fonciers que vous payez sur vos terrains de jeu. Désormais, sur les 1000 mètres carrés là-bas, il faut le multiplier par 1 million. Et vous le multipliez par, avant de multiplier 1,5 là-dessus, ça passe en minimum à 9 millions. Donc, la personne qui payait un impôt foncier de 600 000 sur son terrain nu se retrouve à payer, va payer 9 millions sur le même terrain. Même les braqueurs, là, quand ils rentrent à la maison, ils ne prennent pas la marmite. Les braqueurs, ils braquent tout, les marmites là, ils laissent ça. Parce que si vous prenez la marmite, dès que les gars meurent de faim, vous pouvez les braquer après. Mais ceux-là, ils nous braquent et ils viennent braquer même la marmite. Et le foyer. Ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas imposer un capital comme si c'était un revenu. Parce que l'impôt, parce que le terrain c'est un capital, ce n'est pas un revenu. J'ai un terrain. C'est une forme de capital. Je ne l'ai pas mis encore en valeur. Je suis en train de chercher de le mettre en valeur. Je dis non, moi je vais t'imposer sur la valeur marchande. Ce n'est pas un revenu, c'est un capital. Et c'est pourquoi, justement, il n'avait jamais été imposé au taux sur la valeur marchande. Parce qu'on a toujours considéré que c'est un capital d'État et même une formule pour payer l'impôt là-dessus. Vous pouvez imposer comme étant un revenu. Surtout que, lorsqu'il y a une plus-value, c'est-à-dire que vous avez acheté vos terrains à 100 000 de mètres carrés, quand vous le revendez peut-être à 300 000 ou 500 000, le notaire a l'obligation de déclarer une plus-value sur laquelle vous payez déjà l'impôt au moment de la cession. Donc, si vous payez déjà une plus-value, l'impôt sur la plus-value, pourquoi imposer chaque année le capital comme étant un revenu? Ça n'a aucun sens. Nous, on n'a pas fait le FMI, mais on comprend ça. On comprend ça. On comprend. Ça là,
Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Et la commission, c'est chaque année, c'est réunie. Alors que d'avant, c'était chaque 3 ans. Parce qu'on estime à juste titre que l'évolution du marché immobilier, sur les terrains, ça se situe, le marché évolue en 3-5 ans. Et chaque année, chaque année, en fonction des besoins, on peut dire, bon, la marché marchande là, elle est passée, on augmente. On n'est plus dans un état de droit. On n'est plus dans un état de droit. Ça là, pour nous, c'est inacceptable ça. Cette mesure est inacceptable. Et rassurez-vous, ça a des conséquences, notamment pour ceux qui payent les droits, les droits sur les baux que nous faisons. Parce qu'il y a un impôt, finalement, bon, on ne le fait pas. Le droit de bail. Alors, le droit de bail, c'est parce qu'on ne le fait pas. C'est un impôt qui est assis également sur le loyer. Donc, ça veut dire non seulement ils augmentent l'impôt foncier, mais ils augmentent le droit de bail et ils vont augmenter la cession. Parce que si tu vends ton terrain et qu'ils estiment que le terrain que tu as vendu n'est pas le bon terrain que eux quoi, ils vont le ramener au prix normal et tu vas payer les droits de cession sur ce terrain-là, alors que tu n'as pas perçu ça. Donc, à tout point de vue, l'État ivoirien est devenu un agent spéculateur. Mais non, on n'a pas encore parlé de comme ça. Ça, c'était... L'autre point, c'est, en ce qui concerne la fiscalité, c'est la question de la suppression de la période d'exemption sur les terrains nus. Avant que vous achetez vos terrains, vous avez 3 ans, vous ne payez pas d'impôt. Vous ne payez pas d'impôt. Et la raison était simple. On estime que celui qui a acheté son terrain, il a besoin quand même d'avoir du temps pour le mettre en valeur. C'est pas au moment où il est en train de chercher l'argent pour le mettre en valeur qu'on va lui demander de payer l'impôt sur le terrain. En fait, ça avait un souci d'urbanisme. Vous savez, les gens, effectivement, à privilégier, on doit aider les gens à construire. Ils disent non. Eux, ils ont décidé que cette fois-ci, dès que tu as la lettre, l'attestation villageoise, non seulement tu paies les droits de cession, mais tu commences à payer ton impôt foncier là-dessus, sur le terrain. Et ils prennent l'argument pour dire non, comme on a aménagé l'ACD, le diplôme ACD, et qu'il n'y a plus d'acte intermédiaire, donc c'est pourquoi on a pris cette décision. Mais c'est faux. L'exemption des terrains nus sur la période-là n'avait rien à voir avec l'ACD, la procédure. C'était tout simplement lié au fait qu'on voulait aider les personnes, on leur laisse le temps de mettre en valeur le terrain. C'est pourquoi quand tu ne l'avais pas mis en valeur, après, on te mettait, on te demandait de payer l'impôt. Ça n'a rien à voir. Que vous ayez un ACD, pas là-dessus. L'impôt foncier est dû du fait que vous êtes détenteur, c'est tout. Donc, dire que c'est parce qu'on a aménagé l'ACD et qu'il n'y a plus d'acte intermédiaire qu'on a peut-être des autres, mais c'est faux. Il y a un argument qui ne tient pas. Ça n'a jamais été cet argument. Donc, terrain, quand tu viens d'acheter chez mes parents immobiliers, hier, l'année qui suit, on dit bon, tu vas payer impôt foncier là-dessus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et comme c'est pas fini, ils disent maintenant, vous nous traquez jusqu'à, il n'y a plus de reste. Ils disent, il y a un certain nombre d'actes que dit tu veux les faire, il faut que tu ailles aux impôts pour qu'on te donne une attestation de régularité fiscale pour voir si tu n'es pas, si tu es en règle vis-à-vis des impôts. Ça, quand j'ai lu c'était une quand il dit, est-ce que les gens on est dans le même pays? Ils disent quoi? On parle pour les personnes physiques, les personnes morales. Désormais, pour passer un contrat de location, de bail, il faut que tu produises, tu n'es pas le propriétaire de la maison, du locataire. Il faut que tu produises une attestation de régularité fiscale. C'est-à-dire, mes parents qui sont à Bobo, qui chaque matin s'en vont, on dit, bon, je n'ai pas payé la maison, on m'a chassé, on m'a cassé ma porte dans l'autre maison. On dit, avant de rentrer là, il faut que tu ailles voir au service des impôts d'Abobo pour voir si tu ne vas pas des impôts là-bas. Est-ce que vous imaginez le nombre de transactions liées à ça? Qu'on demande à un citoyen
de payer l'impôt foncier, de faire une attestation de régularité fiscale par rapport à ça. Et celui qui a Nakara, il fait comment? Chez moi là-bas. Il fait comment? Donc il faut une attestation de régularité fiscale pour passer, pour avoir une contrat de location. Assurance auto. Je veux assurer ma voiture. Il faut que je présente une attestation de régularité fiscale. Auto. Je veux acheter une maison. On dit le vendeur, lui, non seulement doit faire une attestation de régularité fiscale, mais l'acheteur là aussi, il doit faire une attestation de régularité fiscale. Permis de construire, c'est-à-dire l'exemple de la ville. Ils ont décidé qu'il faut aller voir les impôts pour donner une attestation de régularité fiscale. Mais on connaît la réalité de l'administration fiscale. On a mis les moyens financiers, on a mis le personnel, on a mis pour faire face à toutes ces demandes-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que les gens ont idée des actes, les actes courants? Comment on fait ça? C'est une tracasserie administrative inutile. Inutile. Et qui ne répond à rien du tout. Qui ne répond à rien du tout. C'est même à la limite méprisant pour les populations. C'est même méprisant pour les populations. Mais en quoi je m'en vais attirer mon véhicule là? Il faut que j'aille chercher la fédération de régularité fiscale. Donc si je dois aux impôts, je ne vais pas assurer ma voiture. Donc si je n'assure pas ma voiture, je fais l'assurance, on fait comment? On connaît la maison là. C'est mangement des gens. Ils ont trouvé pour les affections de personnes, c'est tout. Chers amis, voici l'économie des petits points sur lesquels nous avons voulu travailler qui concerne l'année fiscale. Pour nous, cette année fiscale-là établit, c'est besoin d'ajouter encore, le manque d'état d'âme du gouvernement ivoirien vis-à-vis des populations ivoiriennes. Après avoir gaspillé les acquis PPTE, c'est un vieux sage qui m'a dit un jour comment, quel est l'intérêt de mettre parmi les priorités d'un aveugle un miroir. C'est-à-dire, tu décides que parmi les priorités de l'aveugle, on va jouer un miroir. Franchement. Franchement. On a gaspillé les PPTE dans les dépenses de prestige et d'honneur personnel. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est surendettée. Nous sommes autour de 33 000 milliards de francs CFA. Le service de la dette prend pratiquement 40 à 45%, ou même au-delà. Les gens même pensent au-delà à 60%. 72%. Je sais encore moi, 72% de cette dette dépend, 72% des recettes fiscales. C'est-à-dire c'est quand on récolte là. 72% versés directement au pays du service de la dette. Mais non seulement ils mettent le coût, ils augmentent la charge fiscale, comme on vous l'a dit, ils diminuent maintenant les revenus des populations. Ils vont tuer l'agriculture. J'avais dit à ceux qui font la VIA là, du jour ça ne marche pas, c'est prévu. Oh, si tu fais graine, si ça ne marche pas, vous les baoulez là. On fait bandier avec, au moins ça sert à quelque chose.
Au moins, ça sert à quelque chose. Maintenant, c'est la macabre qu'ils sont en train de tuer. Et rassurez-vous, quand vous leur demandez, ils disent qu'ils travaillent pour le bien-être des Ivoiriens. C'est pour votre bien-être. La politique hasardeuse, la gouvernance économique hasardeuse, le blim-blim a atteint ses limites. Le gouvernement n'a plus d'inspiration, il n'en a jamais eu. Maintenant, ils n'ont plus en panne d'inspiration. C'est pourquoi nous leur disons, tout en félicitant nos députés qui ont voté contre cette loi-là, et ils ont eu raison, nous leur disons que le PPACI a à sa tête un chef, un ancien chef d'État, mais à le candidat qui a déjà montré son humanisme dans la gouvernance de la Côte d'Ivoire, sa vision prévenante et prudente dans la gestion. Nous sommes sous ces inspirations en train de concevoir un programme de gouvernement pour dire aux Ivoiriens que les solutions toxiques qu'on nous a envoyées depuis 2011, nous avons l'antidote pour ça. Nous avons les moyens à la fois techniques. Nous avons l'homme politique qu'il faut. Nous avons les hommes qu'il faut. Nous avons un programme qu'il faut. Nous avons l'âme qu'il faut pour proposer une alternative aux Ivoiriens. Parce que là où on s'en va, la Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Comme je vous dis, quand les braqueurs commencent à prendre les marmites, c'est qu'il n'y a plus rien à braquer. Et nous sommes en train de nous détourner depuis que nous avons. Le PPACI interpelle vigoureusement le gouvernement. Sa politique économique est désastreuse à la fois pour le présent, mais désastreuse pour le futur. Quand on n'a plus de solution, on se barre et on laisse la place à ceux qui ont la solution. Et la solution, et l'homme qu'il faut, nous l'avons PPACI. Il s'appelle Laurent Gbagbo et nous allons travailler à ça, que les Ivoiriens nous fassent. Implication économique et sociale du panel fiscal 2024. Le ministre Katina vient, de façon magistrale, de vous donner l'explication du compte. Maintenant, amis de la presse, il vous revient à vous de poser les questions que vous jugez utiles afin que le ministre approfondisse le propos qu'il a tenu tout à l'heure. La presse, il faut que vous reveniez. Vous prenez le micro, vous entrez votre organe, vous posez la question. Alors, je suis dans vous comme la sardine est à l'huile. Voilà. Bonjour, monsieur le porte-parole, je suis par ici. Voilà, à votre gauche. Voilà. D'accord. Oui. D'accord. Alors, je suis Cyprien Kwasi, journaliste à Abidjan.net. Actualité oblige, je souhaiterais savoir le commentaire que fait le PPACI relativement à l'école qui vient d'être cassée au niveau de GESCO à Abidjan qui met plus de 2 familles dehors. Merci, monsieur le porte-parole. Alors, sur ta question, vous voyez seulement l'école, mais pour nous, c'est une question qui préoccupe énormément notre parti, et en premier lieu, le président Laurent Gbagbo. Dès qu'il a eu l'information de tout cela, il a instruit
la direction du parti, notamment le président exécutif, d'envoyer une délégation d'information sur le terrain pour lui envoyer l'information et au vu de l'information, il aura les instructions qu'il faut et tout le monde connaîtra la position de notre parti sur ce qui se passe à GESCO. Voilà. Oui. Merci. Merci. Je suis Ferdinand Bailly. Je vous sur le continent le temps. Nous sommes face au tableau sombre que vous venez de dépeindre là. C'est vrai que vous avez l'homme qu'il faut faire ça. Plutôt savoir un point de ce que vous proposez. D'accord. Alors, je vais répondre à ça rapidement. Je crois que vous parlez d'un homme qui a bien cette preuve. Voyez-vous, et pour n'en tenir qu'à ça, je ne vais pas faire un long développement sur la question. Quand nous arrivons en 2000 au pouvoir, la Côte d'Ivoire est dans une situation grave. On se rappelle de cette histoire de 18 milliards à un produit au régime Bédier, mais pour lesquels on avait rompu tous les accords, tous les apports, tout ce qui concernait les appuis extérieurs avait été interrompu. La Côte d'Ivoire était coupée de tout. Et le président Gbagbo a réuni son gouvernement pour dire: apprenons à vivre comme des orphelins. Un orphelin n'a pas apporté des smoking. Ta priorité n'est pas des vestes. Tu vois comment il se nourrit et quand il se prend en charge. Et c'est de là est née l'idée du budget sécurisé. C'est de là est née l'idée de sécuriser. L'idée du budget sécurisé. Qui consiste à être réaliste dans l'approche. Dans la gestion des dépenses, à être regardant sur la bonne gouvernance. C'est pourquoi, malgré la crise, les gens parlent parfois, on oublie. Malgré la crise, un pays amputé 60% de son territoire. Non seulement le gouvernement a fait fonctionner l'État, mais même les conseils régionaux, c'était généraux, non? Les conseils généraux du Nord qui étaient occupés, étaient repliés ici. Et ils ont reçu les dotations budgétaires pour les petits travaux dans une zone qui n'a pas de contrôle. C'est quand on parle de l'humanisme de quelqu'un qui a le cœur. Des gens traversaient le rideau de fait pour venir prendre leur argent et aller. Quand ils viennent prendre ici, ils ne parlent pas. Mais quand ils vont là-bas, on dit, ils disent, Babou, tu les gens en bas là-bas. Mais si on veut prendre leur argent, et quand il dit à quelqu'un, il dit, mais pas là-haut. Tu prends quel groupe pour aller prendre ton argent, et puis tu reviens, et tu n'es pas encore mort, tu n'as pas encore tué. C'est dans ce contexte-là que le président Laurent Gbagbo a construit le pont qui va à Jacquesville. Il ne faut pas qu'on se cache. C'est dans ce contexte-là que le président Laurent Gbagbo a fait le prolongement de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro. Dans sa vision de décentraliser Yamoussoukro, la capitale. C'est dans ce contexte qu'il a construit l'hôtel des députés à Yamoussoukro. C'est dans ce contexte qu'il a mis fin au double salaire des enseignants. C'est dans ce contexte-là qu'il a prévu un corps spécial pour les magistrats. C'est dans ce contexte-là qu'il a mis en œuvre le station spéciale du corps des préfets, dont les effets financiers ont commencé
après son départ, c'est lui qui a mis ça en place. Les ambassadeurs, les sages-femmes, l'école gratuite où il donnait les manuels. Chers amis, c'est la même personne qui est notre candidate, avec cette fusion, qui a fait ça quand il avait les mains liées. Et chez nous, on dit, c'est lui qui, dans les conditions difficiles, est capable de te donner ce qu'il a fait, et dans les conditions meilleures, il fera mieux que ça. On l'avait empêché, mais notre parti et le président Gbagbo ont donné la haute dimension de comment on gère un État avec le don. Et nous sommes engagés dans le PPTE, malgré les difficultés. Donc, c'est que les contraintes PPTE. Ceux-là, ils vont en tirer profit. Et je vous dis toujours, celui qui récolte les fruits d'un planteur ne fait pas le labeur du planteur. Il ne peut pas l'utiliser au même niveau que celui qui a cultivé parce qu'il ne connaît pas le labeur. C'est pas qu'ils ont tout gaspillé. Ils ont tout gaspillé. Nous sommes à 33 000 milliards de dettes. Nous avons les solutions. Nous avons l'homme qui a déjà montré sa capacité à faire ces choses-là. En Afrique, ayons des chefs d'État qui seraient passés à l'avenir. Mais pas des gens qui pensent que tout doit s'arrêter à eux et qu'après eux, il n'y a plus rien à faire. Et notre grand gouvernement, quand il sortira, vous allez voir ce que le peuple doit parler. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Bayard, B-A-Y-A-R-D, journaliste à la voix originale. Alors, je vais vous citer, il y a quelques phrases qui m'ont retenu mon attention. L'État ivoirien est devenu un agent spéculatif et nous n'accepterons pas cela. Nous n'accepterons pas des tracasseries administratives inutiles qui ne répondent à rien du tout. La gouvernance hasardeuse a atteint ses limites. Tout à l'heure, vous avez salué un travail remarquable accompli par les 18 députés PPAC. Alors, au-delà de cette tribune, qui est très importante d'ailleurs, pourquoi le PPAC ne penserait-il pas à une restitution parlementaire pour non seulement informer directement les populations, mais aussi recueillir d'autres difficultés que pourraient subir ces populations? Merci. Merci beaucoup. Les députés ont bien plus bonne note, mais nos députés nous ont déjà fait la requête. Parce qu'ils se battent, hein. Ils se battent dans les côtés du système, ils se battent. Mais ils ont demandé que le PEX, je crois qu'on va vous saisir officiellement cette demande-là. Ils ont demandé que notre télévision PPACI puisse être accréditée parmi les médias à l'Assemblée nationale pour que nos militants comprennent la bataille que nos députés mènent là-bas. Donc, nous allons, ça c'est la relève du PEX, nous avons les saisies parce qu'on les avait reçus au niveau du CSP, et nous on fait cette requête, on va envoyer ça à l'exécutif pour qu'il puisse la mettre en œuvre. Mais parce qu'effectivement, il est important que nous menions ce combat-là. Que notre opinion, la tribune est importante, c'est vrai, mais elle n'est pas suffisante. Il faut que les députés eux-mêmes puissent être capables de sortir, dire on n'a pas voté ça pour ça, tel. Et d'abord, nous avons décidé de renforcer les liens entre les députés et nos députés et les partis, pour que nous les accompagnions dans ce combat difficile. Parce qu'ils font beaucoup de travail, mais les Ivoiriens ne le savent pas. Parce qu'ils sont noyés dans la majorité, mais dans leur minorité, ils mènent des combats terribles qui sont importants. Donc, par exemple, une des solutions, c'est que nos télévisions, nous ferons en sorte qu'elles puissent avoir accès à l'Assemblée et qu'elles puissent nous restituer, elles aussi, à nos camarades des débats qui là-bas. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Omar Abdelkader de Soir Info. Je reste un peu dans la veine de la canne, comme vous avez commencé par ça. Beaucoup de gens ont regretté ou bien beaucoup souhaiteraient que
le président Laurent Gbagbo s'exprime ou bien se prononce officiellement sur la victoire des éléphants. Bon, ça n'a pas été fait, et moi je suis sur ma faim, qu'est-ce qui a provoqué cela? Deuxièmement, quand le président recevait les éléphants victorieux, il a fait des esquisses d'annonce qui devraient aller vers le début de ce que vous avez souhaité. Vous, au PPACI, quelles sont vos attentes par rapport à ces annonces? Alors, on va pour la première question. Notre parti est un parti vraiment organisé et nous faisons les choses avec leur temps. On a fini la CAN. Le gouvernement fait son bilan. Nous aussi, on a fait notre bilan. Et je pense que le président exécutif, la prochaine tribune, elle devait être consacrée au bilan que nous-mêmes avons fait de cette CAN. Parce qu'il faut qu'on explique. Par exemple, on avait déjà dit ici, on a fini la CAN, les villages de CAN, on ne fait pas ça. Le stade qu'on a mis chez moi à Korogo, qui a coûté 50 milliards, vous avez plus de ça. J'ai fait quoi exactement? Parce que même quand l'équipe de Korogo joue, les supporters, si tu ouvres le stade là, les supporters qui vont rentrer, c'est-à-dire, l'argent que tu vas récolter là, ce n'est pas suffisant pour entretenir, pour supporter les frais d'ouverture de ce jour-là, l'électricité et autres. On va se rendre compte qu'on aurait pu, peut-être avec un table de 18 milliards, 20 milliards, faire notre fête. Et puis, dans les meilleures conditions plus partir. Ça n'a duré que 3 semaines. Que 3 semaines. On a fini. On fait quoi maintenant avec ça? Les Ivoiriens ont besoin que nous puissions, nous aussi à notre niveau, nous partir, donner le bilan de la CAN. Et nous allons donner le bilan de la CAN, et à ce moment-là, tout est une question, nous allons répondre à ça, notamment pourquoi le président n'était pas prononcé intervention. Deuxièmement, vous avez dit, le président de la République, en recevant a fait une esquisse d'annonce, nous attendons ça. Parce que personne ne comprendrait dans le monde qu'après une telle mobilisation, une ferveur, nous sommes au stade. J'ai eu mon affaire là-bas. Moi, j'étais allé au stade. Je suis allé. Tout le monde, on a vécu ça parce que ça était un défi national. Mais personne ne comprendrait qu'après ça, nous soyons encore dans une situation de position tranchée. Personne ne comprendrait ça. C'est son devoir, c'est à eux, à lui et à son gouvernement, de ramener la cohésion, de renforcer la paix sociale. Et nous attendons, nous avons des équipes d'attendre. Le président Laurent Gbagbo n'a eu de cesse de le dire. Je ne peux pas être heureux quand je considère que le gouvernement est encore en prison. Je ne peux pas être en fête quand je considère que c'est KCK est en prison. Et bien d'autres personnes sont en prison. Alors que moi, j'ai été acquitté, c'est moi le donneur d'ordre, j'ai été acquitté et que les exécutants soient en prison, ça n'a aucun sens. Nous attendons ça. Et l'autre élément, nous l'avons déjà dit. Un droit lui a été reconnu par la Cour africaine des droits de l'homme. Nous attendons que ça soit implémenté. Et nous avons dit, toujours aux Ivoiriens, que ça, là, pour nous, c'est des questions qui sont extrêmement importantes et qui déterminent la conduite du président sur ce nombre de questions. Je n'en dirai pas plus. Oui. Monsieur le ministre, mes honneurs, je suis Herman Adebo, journaliste Africa Media. Monsieur le ministre, nous parlons d'annexe fiscale. Je voudrais savoir quelle est votre appréciation sur les ponts à péage qui essaient de se construire. C'est le cas pour le district d'Abidjan qui compte aujourd'hui 2 ponts à péage, dont un en construction du côté de la voie Y4 à Bobo-Biamo. Quelle est votre appréciation? Quelle lecture vous faites
C'est le braquage qui continue, c'est la vérité. C'est-à-dire, ils sont forts, hein. Routes qu'ils ont fait eux-mêmes, ils mettent péage. Routes qu'ils sont venus trouver eux-mêmes, ils mettent péage. Pour les gens qui vivent, ils ont voulu mettre péage. Alors que le président a construit ce pont-là, il avait les fonds, il n'y avait pas de péage dans les champs. Allez dans les capitales, vous allez trouver là où il y a les ponts, les péages. On avait déjà fait un débat là-dessus, les péages, ici, une tribune. Mais c'est tout simplement ce que je vous ai dit. Ils sont venus, au lieu de s'occuper et de construire une économie qui puisse nous permettre d'avancer, on a fait de blim-blim. On a même encerclé des gens à Port-Boué pour ne pas qu'on les reconnaisse, qu'on les voit, par un mur enfermé. Mais le blim-blim là, la conséquence c'est que nous vivons. L'argent que ce gouvernement a mis à Abidjan est largement suffisant pour décentraliser, déconcentrer Abidjan et envoyer la capitale à Yamoussoukro. On n'a pas besoin de mettre ces choses-là. Mais leurs amis ne vont pas à Yamoussoukro, ils ne vont pas à Katoula. Ils vont à Sino. Quand vous prenez 113 milliards pour construire un pont, le pont Ferrier. Ah oui, c'est le nom. Moi, on appelle le pont Ferrier. Parce que c'est le seul pont au monde où chaque année on fait, on dit bon, c'est fermé, c'est la fête de l'unité. Le pont Ferrier. 113 milliards. Mais qui n'aurait aucun problème de circulation. Rien du tout. Il faut rentrer les 113 milliards. Quand vous continuez, vous dites je vais construire la tour de Babel, la tour la plus haute. C'est pourquoi je donne l'image de la priorité du miroir. On ne fait pas des priorités d'un aveugle un miroir. Il ne fait pas ça. Et quand il a fini de manger, il a fini de se soigner, il peut dire bon, même s'il ne voit pas dans mon miroir, il va essayer. On peut le comprendre. Je m'en vais acheter le miroir, on m'a fait, non, j'ai faim. Cher ami, ils ont atteint la limite. Et on est sérieux. On les dit, eux-mêmes sont sérieux. Parce qu'ils savent que les mesures qu'ils prennent, ils ne peuvent pas s'en sortir. Ils sont obligés de faire ça. Quand 72% de vos recettes fiscales rentrent dans le service de la dette, et que les 28 autres pourcents ne sont même plus suffisants pour payer les charges de fonctionnement de l'État, il vous reste à faire quoi? À devenir un État braqueur et à braquer les peuples citoyens. Donc, les péages que vous voyez là, c'est le braquage qui continue. Parce qu'il faut qu'on remonte les dettes qu'ils ont contractées. Et donc, aujourd'hui, si on fait l'équation de ces dettes avec leur réalisation, on voit qu'il y a beaucoup de déperditions qui sont allées quelque part. Ça aussi, c'est un travail auquel tout le monde peut le faire. Et on va l'exposer aux Ivoiriens. On va exposer ça aux Ivoiriens. Quand vous comparez le stock de la dette exact, après ce qui a été remboursé, et vous voyez l'énormité des entrées, on compare les réalisations, vous allez voir les cas. Donc, cher ami, il n'y a pas d'autre éducation. Le braquage, on allait trop loin dans la dette, dans le bim-bim, on allait trop loin. Voilà. Oui, dernière question. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Edi Bibi du journal L'Inter. Après vos différentes explications sur les 6 mesures que vous avez mentionnées,
on a compris que les Ivoiriens vont souffrir, que le coût de la vie en Côte d'Ivoire va augmenter. Maintenant, qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent ou doivent faire pour ne pas rester toujours là à subir les mesures? Voilà, il y a deux choses qui arrivent à un homme qui souffre. Soit il s'assoit chez lui à la maison, sinon il y a trois. Hein. Il dit bon, Dieu. Le PPACI vient de vous démontrer, via la vidéo que vous venez de comprendre, que c'est l'un des partis qui s'intéresse toujours aux problèmes de la population. Justin Koné-Katina est sorti et il a touché plusieurs points. Il a pu vous démontrer à suffisance que vous avez face à vous un gouvernement mafieux, bandit, malhonnête, délinquant et déterminé à vous faire descendre. Il touche à tout, même au riz. Aujourd'hui, ils ont décidé de vous dire qu'il y a une différence entre les rues pour les luxes et les riz pour les pauvres. Aujourd'hui, toutes les denrées seront donc divisées. À côté de ça, Alassane Ouattara a un objectif clair que vous devez comprendre. Il veut rendre Abidjan la ville des riches. Je ne vous parle pas d'un seul petit quartier, non. Alassane Ouattara veut rendre tout Abidjan ville des riches. Et pourtant, quand bien même vous arrivez à Paris, vous arrivez à Bruxelles, vous arrivez à Londres, vous arrivez à Washington, vous arrivez dans n'importe quelle capitale, même à Moscou, il y aura des pauvres là-bas. Il y a des pauvres partout. Donc, il est impossible de décider de changer une ville. C'est pour cette raison qu'il procède comme suit. Il casse petit à petit toutes les banlieues, tous les endroits où les pauvres doivent avoir un refuge et il veut vraiment les décourager de rester à Abidjan. Et cette zone sera seulement soit par des Ivoiriens qui ont beaucoup d'argent, soit pour des étrangers qui viendront pour investir. Et Abidjan, à un moment donné, ne pourra donc plus avoir des pauvres comme ça. Ouattara sera en sécurité. Il aura donc éloigné tous ceux qui peuvent manifester, se mobiliser à côté de lui. C'est son objectif. Et cet objectif-là, il veut d'abord commencer par le concrétiser à Yopougon. Car à Yopougon, il suffit en réalité de démobiliser Yopougon, de changer la situation géographique de Yopougon, de décaler les habitants de Yopougon, de les disperser dans toute la ville. Comme ça, son cœur sera en paix. Quand bien même il a pu contrôler ça avec le maire Adama Bitoko, il n'arrive toujours pas à être en confiance car il sait que malgré que l'élection a été volée, il n'y a pas assez de poignes pour que cette ville reste entre leurs mains. Ouattara le sait. Un peu au nord, il a de la force, mais en dehors du nord, c'est terminé. Une véritable élection, Ouattara a l'incapacité non seulement de gagner, mais même de mobiliser en réalité s'il ne partage pas le pain sardine et un peu de blé. Donc ici aujourd'hui, le PPACI sort bouler sur le RHDP après tout ce qui s'est déjà passé. Surtout que hier encore, Ouattara a laissé Boribana, où il y a ses pères, où il y a ses mères, c'est-à-dire des gens du Nord. Il a préféré reporter leur casse. Et il vient à Jesco la nuit, il casse tout. Le pire dans ces cassages-là, c'est qu'il casse les établissements scolaires. En milieu d'année scolaire, comme pour dire que pour le Ouattara, l'école ne compte pas. Mais Draman, si tu n'avais pas fréquenté, tu ne devais jamais te targuer d'être le meilleur économiste du monde. Si tu peux le faire, c'est parce que tu as une chance d'aller à l'école. Pourquoi tu veux donc abrutir une jeunesse qui, à l'heure où je parle même, commence déjà à perdre ses repères? Tu l'aides à perdre ses repères encore plus. Draman Ouattara doit partir avant ou en 2025.